Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette 16e édition des Journées de l'économie. Pour moi, c'est particulièrement émouvant parce qu'en 2008, quand j'ai lancé les Journées de l'économie, on était dans le même amphithéâtre et on essayait d'expliquer pourquoi il y avait une crise financière. Donc, 16 ans plus tard, on est là à devoir parler des nombreuses fragilités que nous devons surmonter. Et à nouveau, on est dans cet amphi où j'espère que nous allons avoir des échanges qui vont vous intéresser pendant ces 3 jours. On commence très rapidement ici avec une séance d'ouverture qui sera rythmée par un micro-trottoir sur lesquels on aura des réactions ici des citoyens aux questions sur l'inflation, le changement climatique et l'Europe. Et vous allez aussi en direct, innovation cette année, pouvoir répondre à un sondage. Normalement, la question doit s'afficher avec un QR code qui vous permettra de répondre directement sur avez-vous encore confiance dans l'État-providence ? Cette question de confiance me paraît tout à fait centrale, puisqu'on voit que dans toutes les enquêtes qu'on peut faire actuellement, les questions de défiance, de repli sur soi sont, je trouve, très inquiétantes. Et on aura certainement l'occasion d'en parler pendant ces 3 jours. Donc vous avez là le QR code. Vous allez tester, vous êtes les premiers à le faire sur les 3 jours. Donc surtout, répondez à ce sondage. À mon avis, on aura donc la réponse, si tout va bien, au bout de 45 minutes, donc avant la fin de la séance. Je vous dirai quelle est votre opinion, la vôtre et ceux qui suivent aussi en direct les Journées de l'économie en ce moment. Et on commence par un premier micro-trottoir, celui qui a été fait sur l'inflation. Bonjour. Je vous écoute. Je sais même pas quoi dire, je panique. Forcément, elle l'a impacté du fait que les prix ils ont augmenté minimum de 15%. C'est vrai qu'on le ressent vachement au quotidien, notamment quand on fait les courses. Je sais qu'elle existe, mais c'est pas mon quotidien. J'ai la chance de pouvoir retenir tous les prix et donc on se prive. Légèrement, c'est plutôt sur l'énergie. Comme tout le monde sur mon panier de courses, sur mon caddie, etc. Donc là, je le ressens, oui. Moi, j'avoue que je regarde pas quand je fais les courses. Je suis désolée, je vais être mauvaise candidate là-dessus. Je fais attention, je regarde les prix, je regarde le prix au kilogramme. J'ai 200-300 balles de moins par mois pour vivre, m'amuser, sortir, etc. quoi. Ça fait compliqué de finir les fins de mois et de bien manger. Et j'ai la chance qu'il ne m'ait pas trop impacté. On part moins loin en vacances, on fait plus attention sur les prix au quotidien et notamment qu'un enfant, ça peut tirer très vite à la fin des mois. Chaque chose est faible, mais quand on additionne tout, ça fait beaucoup. 2025 ? Sûrement, je pense, ouais. Non. Non. Jamais de la vie. Non. Non, je pense pas. Non. Je pense que oui. Je pense qu'on va y arriver. Je pense que l'inflation va continuer, mais avec des taux beaucoup moins élevés. Et ça va se tasser au fur et à mesure des mois. À partir du moment où on base l'économie sur la croissance, je vois pas pourquoi d'un autre côté ça baisserait. Je suis pas sûre que ça baisse, mais plutôt que ça augmente. Après, on verra. Je l'espère, mais je ne le sais pas. Je ne pense pas. Les événements internationaux font que, à mon avis, il va encore y avoir des grosses tensions au niveau des matières premières. Je suis pas très sereine. J'espère, mais j'y crois pas. Je pense qu'on a un président qui est un ancien banquier. Je pense que ce qui l'intéresse majoritairement en France, c'est l'argent. Et je pense pas du tout qu'il pense aux gens qui sont dans la précarité. Donc non, je pense pas. Enfin, c'est toujours par cycle, quoi. L'inflation, ça ne baisse jamais, sauf en cas de grave crise économique et on s'écroule. Merci vraiment pour votre temps. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous en prie. De rien. De rien. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Avec plaisir. De rien. On va réagir donc à ce premier micro-trottoir. Je vais donner d'abord la parole à Emmanuelle Assouan, qui est, alors je la présente d'abord comme présidente du Centre de changement climatique à la Banque de France. Il y a de nombreuses autres fonctions, donc je ne vais pas insister. Et c'est surtout peut-être le regard de l'économiste sur la réaction des citoyens à l'inflation qui m'intéresse. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup Pascal. Je suis très heureuse d'être ici ce matin avec vous. Alors, l'inflation, on l'entend ici avec le micro-trottoir, c'est une priorité importante et on sait de nos sondages que pour les 2 tiers des Français, c'est la priorité numéro 1 économique en France.
Et pour la Banque de France, dont le mandat est la stabilité monétaire, la stabilité des prix, c'est notre objectif évidemment numéro 1. Alors sur l'inflation, on a un début de bonnes nouvelles. On a atteint un pic d'inflation en zone euro l'année dernière, en octobre de l'année dernière 2022, où l'inflation progressait en zone euro à hauteur de 10,6% en glissement annuel. C'est beaucoup trop par rapport à notre cible qui est de 2%, comme vous le savez. Mais on a un début de bonnes nouvelles, on ne peut pas crier victoire, mais quand même, avec un chiffre en octobre dernier, le dernier chiffre qu'on a eu pour la zone euro, d'inflation qui est de 2,9%. Alors de 10,6 à 2,9%, il y a un énorme progrès. Je pense que ça mérite qu'on revienne un tout petit peu en faisant un petit retour arrière. Pourquoi est-ce qu'on a eu de l'inflation? Ça a été dit là dans la petite vidéo. On a subi 2 chocs. Le choc Covid 2020, la guerre en Ukraine 2022. Choc Covid, ça a augmenté les prix avec des ruptures de chaînes d'approvisionnement. La guerre en Ukraine, ça a augmenté les prix de l'énergie, pétrole, gaz, et les prix de certaines denrées alimentaires. Et puis on a eu un problème où après cette première onde liée aux matières premières, l'inflation elle est devenue plus interne, elle a contaminé les services et la production industrielle. Et c'est là où on a un problème en tant que banque centrale et en termes d'évolution des prix, c'est quand cette onde de l'inflation, ce premier choc se diffuse un peu à la manière d'une onde sur de l'eau et où il faut pouvoir le maîtriser. On intervient en tant que banque centrale, non pas quand il y a un choc sur l'énergie, sur les prix des matières premières, on n'y peut rien et notre politique monétaire ne peut pas résoudre ce type de problème. On est obligé d'intervenir et il faut qu'on intervienne parce que sinon les préjudices sont trop grands pour les égalités entre sociales et pour la croissance économique quand l'inflation devient interne et qu'elle touche les services. Et donc c'est ce qu'on a fait à compter de juillet 2022 où on a commencé à augmenter les taux monétaires, les taux directeurs, et où vous savez qu'on a augmenté de 450 points de base, de 4,5%, le loyer de l'argent pour qu'il atteigne depuis septembre dernier à peu près 4%. Avec un refus des prix de l'énergie tel qu'on a pu le constater au cours des derniers mois, mais aussi un reflux de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix de l'énergie et hors alimentation, on peut considérer que notre politique monétaire a été efficace après ces 450 points de base de hausse à partir de juillet 2022 jusqu'en septembre dernier, septembre 2023. Alors, on ne peut pas crier complètement victoire parce qu'il y a vraisemblablement encore des zones d'incertitude. Ça a été mentionné ici. Il y a des crises géopolitiques qui restent là, aussi bien du côté de la Russie que celles qui ont émergé plus récemment avec l'attaque du Hamas en Israël, avec une forte fragilité qu'on a liée à un prix du pétrole qui peut être volatile et entraîner de nouveau l'inflation à la hausse. Il y a un marché du travail qui, avec certaines tensions, peut aussi alimenter l'inflation et une hausse des prix. Ce que je voudrais dire, et pour finir, c'est qu'on tient le bon bout. On ne peut pas crier victoire, mais on est confiant, contrairement à ce qui a été dit majoritairement ici, pour dire que l'inflation retournera vers notre cible à 2% avant la fin 2025. On est à 2,9%. 2025, c'est proche, mais pas si proche. On a du temps pour que ce qui a été fait se déploie et se transmette entièrement à l'économie. Ça prend du temps. Généralement, on dit que ça prend à peu près entre 12 et 18 mois. On a commencé il y a moins de 18 mois, donc ça a encore vocation à se répercuter dans l'économie. Et donc, on pense avec beaucoup de confiance que 2% est tout à fait atteignable. Un dernier point, on aura fait ça sans amoindrir trop fortement la croissance. C'est une bonne nouvelle. C'était pas gagné au départ d'avoir une croissance de la zone euro qui se maintienne à un niveau positif, puisqu'on pour 2023 c'est plus 0,1%,
2%, plus 0,7% en France, on fait mieux. Et puis, on a réussi à le faire aussi en maintenant une capacité des banques et du secteur financier en général à prêter à l'économie et donc à financer toujours les entreprises, notamment pour leurs projets d'investissement. Merci Emmanuel. Je vais donner la parole à André Ajos, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes, parce que là, on avait finalement une analyse plutôt assez optimiste sur la tendance. Est-ce que vous avez l'impression que les clients que vous voyez, que l'environnement dans lequel vous évoluez est en accord avec cette vision optimiste ? Je serais plus nuancée aujourd'hui, c'est vrai, dans notre constat. Et je trouve que dans l'interview, dans les différentes personnes interviewées, on voit quand même bien deux choses. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'inflation, c'est plus un ressenti. Les gens le constatent quand ils font les courses. C'est quand même la première chose qu'il faut noter. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas non plus tous égaux devant l'inflation. Il y a aussi des personnes qui disaient finalement, je ne la vois pas, et d'autres qui disaient, on est extrêmement impacté. Nous, en tant que banque, bien sûr, on a vécu cette hausse fulgurante des taux de la Banque Centrale Européenne à partir de juillet 2022. Il y avait des prémices avec la sortie post-Covid. On savait que les chaînes d'approvisionnement, il y avait un problème d'offre. Donc on pensait que l'inflation allait repartir. On a tous été surpris par cette hausse. Et c'est certain que les hausses de taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, ça a eu des impacts forts aussi sur nos taux de crédit. Et donc, je pense que tout le monde a ressenti aussi des taux de crédit, notamment sur l'immobilier, qui sont partis fortement à la hausse, mais on le voit également sur l'entreprise. Et donc, tout ça, on sent aujourd'hui que ça a quand même déstabilisé l'économie. On a une espèce d'inertie quand même entre le moment où la Banque centrale a monté ses taux et le moment où ça arrive dans l'économie. Et aujourd'hui, sur les perspectives, bien sûr, l'inflation reflue, mais c'est beaucoup lié au prix de l'énergie. Donc après, à savoir comment est-ce que ça va se répercuter sur les autres prix. Ensuite, comme l'a dit Emmanuel, on est quand même dans quelque chose d'assez incertain, parce qu'il y a le conflit au Proche-Orient, mais nous, en tant que banquiers, on pense aussi qu'il va falloir financer la transition énergétique, et ça risque aussi d'avoir des conséquences sur l'inflation, parce que c'est beaucoup d'argent qu'il faudra investir. Et ensuite, la dernière question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que maintenant que cette hausse est derrière nous, c'est comment est-ce que ça va se traduire sur l'économie réelle. Et c'est vrai que sur les ménages et sur les entreprises, on sent quand même des fragilités qui arrivent maintenant sur la filière immobilière, sur les entreprises. Et donc on se dit 2024, même si c'est l'inflation ralentie, on pourra avoir des conséquences sur la croissance. Merci beaucoup Andrea. On voit bien que finalement la question un peu centrale pour les ménages, c'est logique, c'est le pouvoir d'achat. Le fait de ne pas pouvoir anticiper la situation sur les années à venir est certainement un élément important qui prend plus d'importance que la mesure statistique de l'inflation. Et j'imagine Emeline Baume, vice-présidente à la métropole pour l'économie et de multiples autres aspects, que cette question, vous la voyez aussi en local. Oui, bonjour à chacune et chacun. Merci de vous donner ce temps aussi de participer à des moments de rencontre et de débat et de partage, comme le proposent les journées de l'économie. Donc moi, je suis la locale de l'étape qui va dire qu'effectivement, je suis élue issue de la démocratie représentative. Donc ce qu'on observe, c'est cette tension avec l'accroche fin du monde, fin du mois, et qu'on entend très bien dans les témoignages, la tension du quotidien sur l'alimentaire, l'énergie, éventuellement les sujets de mobilité. Et puis le logement, et se dire qu'en réponse au quotidien, la plupart des territoires, des collectivités territoriales mettent en place des tarifications sociales et solidaires, etc., pour essayer de limiter, et on ne peut que limiter les inégalités sociales. Reste, comme l'a indiqué André Ajos, le sujet du mur d'investissement auquel doivent faire face les ménages pour l'habitat, le logement, mais aussi pour switcher vers d'autres mobilités. Pour certains, il y a quand même un sujet d'investissement. Et puis, il y a le mur d'investissement des acteurs de l'économie au quotidien, donc les entreprises qui doivent se transformer pour adapter leur process de production, pour adapter aussi leur approche du marché et se dire que
certains biens, certains services sont obsolètes, ne répondent pas ni aux besoins du quotidien des habitantes et habitants et n'a pas de possibilité de pérennité dans le temps au regard du contexte global qui est incertain, mais aussi au regard de données bien biogéophysiques qu'on a de raréfaction de certaines ressources. Une collectivité, là, sur ce mur d'investissement, ce qu'elle peut faire, c'est envoyer des signaux, en fait, aux entreprises, et c'est ce qu'on fait avec des éco-incitations pour accompagner les entreprises du secteur de la construction à aller plus vers une expertise sur les sujets de régénération et de réhabilitation, vers les entreprises de l'alimentaire à contracter en fait les chaînes de valeur et à s'intéresser au champ des possibles à l'échelle régionale, vers les acteurs de la chimie, parce qu'on en a beaucoup sur notre territoire, à vraiment plus mutualiser des process de production et à baisser leur impact sur l'environnement pour rester compétitif, modulo ce qui se passe aux États-Unis. Et dernier sujet, je termine là-dessus, il y a ce sujet du quotidien, donc de lutter contre les inégalités sociales et de mettre en place des politiques de tarification sociale et solidaire. Il y a ce sujet du mur de l'investissement et du coup d'envoyer des signaux aux acteurs et nous-mêmes d'investir ce qu'on fait beaucoup. Mais il y a aussi quelque chose qui tient à cœur à Pascal, se dire, bah voilà, pour lutter contre le repli sur soi, encore faut-il maintenir les capacités de rencontre, de débat, avec une offre culturelle qui reste de très haut niveau sur le territoire et très diverse. C'est important de le dire parce que l'inflation, enfin, ce sujet de contraction, il se vit aussi dans les politiques publiques locales, et dire que vous êtes sur un territoire, c'est vrai pour d'autres territoires en France, où on a une offre culturelle. La culture, c'est aussi pour justement se rencontrer, partager, comprendre le monde, mais aussi une offre sportive, des structures d'éducation populaire. C'est important de le poser là. Ça fait partie aussi de la réponse pour ne pas se poser, même si j'entends très bien que c'est le quotidien, constamment la question du repli sur soi, parce qu'on a des difficultés à vivre au quotidien et on a une précarité autour de l'alimentaire, du logement, du numérique, et se dire, bah voilà, il y a ces espaces-là qui sont ouverts. Merci beaucoup, Emeline, c'est incroyable parce que tu es capable de dire finalement quelle est l'ambition des GECO en quelques mots. C'est vrai que créer de la confiance, créer du bien-être, avoir des citoyens éclairés qui se sentent mieux finalement à partir des discussions qu'on peut avoir, c'était vraiment l'ambition de départ et c'est toujours l'ambition qu'on a aujourd'hui. Donc merci. Et puis je crois que tu as déjà pratiquement avancé sur le terrain du deuxième micro-trottoir sur les questions d'environnement, de défis climatiques. On va écouter ce que disent les citoyens sur ce sujet. Bonjour. Je vous écoute. Le recyclage, ça c'est enfin tout le monde je pense devrait le faire. Je trie les déchets par exemple. Trier mes déchets, sensibiliser les gens, surtout les gens qui n'y croient pas. Je ne crois pas au dérèglement climatique, je suis en train de lire un livre sur l'histoire du climat et on commence à pouvoir remonter à peu près à 200 ans sur l'histoire du climat. Ça fait court pour savoir s'il y a dérèglement climatique ou pas. J'utilise le sac réutilisable. De faire moins de gaspillage alimentaire. J'essaye de ne pas prendre l'ascenseur tout le temps. Quand on habite à Paris ou en banlieue, éviter de prendre les voitures, les taxis, des trucs comme ça. Ma 125 est moins polluante qu'un certain nombre de trottinettes électriques, quoi, par exemple. Juste pour leur fabrication et leur recyclage et tout ça. Il y a des trucs de bon sens, c'est l'eau, la douche, pas le bain. J'ai arrêté de consommer des bouteilles en plastique, je fais attention à ma consommation d'eau, d'électricité. J'évite d'utiliser tout ce qui est chargeur inutile sur les prises. Quand on achète un téléphone par exemple, on ne se rend pas forcément compte qu'on pollue énormément. Donc c'est racheter d'occasion, c'est dans ma consommation, je pense que ça se joue le plus que dans le fait de baisser d'1 degré mon chauffage. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça le plus grave, c'est la surconsommation, la mode rapide, c'est éviter ces choses-là. C'est des petits riens qui font des grands tout. Même si chacun met sa pierre à l'édifice, c'est pas nous, personnes ou civils, qui allons pouvoir faire réellement quelque chose. Déjà commencer par écouter les gens. C'est une très bonne question. Ah bah, ils ont des moyens qui sont nettement plus importants. Télétravailler l'hiver, comme ça baisse le chauffage pendant 3 jours et ça fait des petites économies. Le fret à voile, par exemple, ce serait formidable, mais est-ce qu'on est prêt à ralentir une économie mondiale et des échanges mondiaux? J'en suis pas certain. Dans les emballages,
Ils rajoutent beaucoup de plastique, on pourrait faire beaucoup plus de choses en vrac, je pense. La mode, par exemple, plus se produire en France et non en Chine, par exemple. Arrêter le greenwashing, parce que je pense que ça, je pense que ça dupe plus personne. Je pense par exemple aux banques qui peuvent être beaucoup plus vertes et faire attention à leur investissement. Les entreprises, peut-être en réduisant leur empreinte carbone, notamment sur la consommation des énergies fossiles. Les pouvoirs publics, un vaste débat sur lequel j'ai pas de réponse. Je pense que les entreprises ont une vocation de faire de l'argent, c'est des entreprises, donc c'est beaucoup en effet aux organismes publics de leur imposer des limites. Je pense que les pouvoirs publics ne peuvent rien faire sur rien. On est dépendants de l'Europe. Mettre aussi en place des actions aussi plus concrètes, de la prévention, plus d'ateliers, de sensibilisation et de montrer l'exemple. C'est une question de volonté politique, c'est une question financière aussi. Quelques centaines d'années en arrière, je pense qu'on a connu des périodes un peu similaires. Et évidemment, il n'y avait pas tout ce tohu-bohu que nous avons aujourd'hui. Merci vraiment pour votre temps. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous en prie. De rien. De rien. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques centaines d'années en arrière, s'il y avait eu les GECO, on aurait pu faire une comparaison, mais on est désolé, on n'était pas encore en situation. André Ajos, on entend parler de la banque, est-ce qu'elle est aussi verte qu'elle le dit, les entreprises, les pouvoirs publics. Il y a une très très grande richesse dans les réponses à cette partie de micro-trottoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les efforts nécessaires sont déjà faits? Je pense que le défi est immense. Le défi est immense. Nous, en tant que banque, en fait, on a un peu deux volets. On est, nous, en tant qu'entreprise, parce qu'on est aussi une entreprise, donc on travaille énormément déjà aujourd'hui sur notre propre bilan carbone. On réfléchit à la mobilité de nos collaborateurs, le moyen dont ils se déplacent. On réfléchit aussi à la performance énergétique de nos sites, à notre consommation électrique. On a beaucoup de data centers, etc. Donc, quelle est la consommation? Donc, on met en place beaucoup d'actions autour de ces sujets-là. Et on l'entend plusieurs fois dans la vidéo. Il y a aussi toujours un énorme travail de sensibilisation, de pédagogie à faire vis-à-vis de nos collaborateurs pour avancer sur ces sujets de transition. Et ensuite, on a bien sûr un rôle majeur, on est au centre du financement de cette transition. On est extrêmement attendu sur le sujet, on est très regardé aussi. Alors, on parle de greenwashing dans la vidéo, donc voilà, on est au centre de ce financement. Pour les banques, aujourd'hui, on peut dire il y a des choses qui sont très simples. Aujourd'hui, financer une voiture électrique, bien sûr que c'est un crédit qu'on peut qualifier de green, donc on peut le classifier de manière assez simple. Quand on regarde ensuite le financement des entreprises, en revanche, déjà il faut se rendre compte qu'on a nous-mêmes déjà un stock de financement, on a une activité de stock, donc on a pu faire des financements ces dernières années, et bien sûr que notre bilan bancaire, il ne va pas se transformer d'un coup de baguette magique d'un stock qui est brun à un stock qui est vert. Donc il y a aussi une inertie et une transition qu'il faut accompagner, et ensuite bien sûr qu'il faut regarder ce qu'on finance, mais il faut aussi accompagner les industries dans leur transition. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et nous, en tant qu'acteurs bancaires, on est là pour aider au financement de la transition. On ne passera pas du brun au vert d'un seul coup, donc on est là pour accompagner la transition, et donc ça demande aussi, chez nos collaborateurs, une acculturation et une autre manière de regarder les dossiers de financement. Ça sera plus purement des indicateurs financiers, des indicateurs de rentabilité. Aujourd'hui, on regarde aussi des indicateurs extra-financiers pour commencer à mesurer ces éléments. Ce point des indicateurs est extrêmement intéressant et je pense que du côté de la métropole, Emeline, ça va être aussi un sujet sur à la fois comment change un peu le comportement des citoyens sur la métropole et quels sont les indicateurs à votre disposition pour avancer sur les politiques qui permettraient d'engager encore plus cette transition environnementale. Oui, autant sur les habitantes et habitants, les citoyennes et les citoyens, que les entreprises. On a, en tout début, moi je suis en responsabilité depuis juillet 2020, et effectivement, au début du mandat, collectivement, on s'est dit, voilà, nous on souhaite avoir un propos cohérent, et on va publier sur un outil que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Quel Impact, qui est en données ouvertes sur le site de la métropole de Lyon. On va dire ce qu'on regarde, les indicateurs qui nous intéressent dans toutes les organisations du territoire, mais ça correspond à nos politiques publiques
publique. Donc ça correspond à ce qu'on porte aussi pour les habitantes et habitants. Et on a, pour faire simple, 3 objets, vous n'allez pas tomber de l'arbre. Le sujet de la viabilité environnementale, se poser la question de ce qu'une organisation fait en matière d'usage de l'eau, de production de déchets, donc le sujet de la circularité là, qui est beaucoup ressorti dans le micro-trottoir, mais aussi les questions d'inclusion et de justice sociale, comment une organisation elle fait pour accompagner l'ensemble de ses collaborateurs, collaboratrices, salariés, donc les habitantes et habitants du territoire à répondre à leurs besoins du quotidien pour, entre autres, venir travailler, mais pas que, et le sujet de comment on fait pour s'organiser collectivement pour créer des espaces de coopération, que ce soit en termes d'achat local, comment permettre aux entreprises d'acheter à l'échelle régionale plutôt que d'aller s'approvisionner à l'autre bout du monde, je caricature, mais aussi comment recruter au local et comment travailler son employabilité, arrêter de chercher le talent incroyable qui serait je ne sais pas où, mais se dire, bah voilà, en toute proximité, dans ma zone industrielle, dans la zone commerciale, comment je fais pour, dans la commune, dans l'arrondissement, pour aller voir les jeunes, les hommes et les femmes en chômage de longue durée, les personnes en parcours d'insertion. Je vous illustre ce qu'on fait du côté éco pour vous illustrer en fait ce qu'on porte dans nos politiques publiques. On n'est plus dans des sujets de ce qu'on regarde en tant que métropole de Lyon, c'est l'attractivité du territoire et le nombre d'emplois créés. Parce qu'on sait très bien que tout est essentiel et important, à savoir abaisser l'empreinte matérielle de l'économie du territoire, augmenter l'impact social sur le territoire, pour des sujets d'emploi, mais pas que. J'ai amené tout de suite le sujet des inégalités sociales et environnementales et créer les conditions de la coopération avec les territoires voisins au sein du territoire. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il y a eu une culture longtemps de défiance de la zone centre vers les territoires extérieurs. On happait, toutes les politiques publiques visaient plus ou moins à happer la richesse et la concentrer sur le centre, alors même qu'on sait très bien qu'une des solutions pour lutter contre la raréfaction des ressources, la disparition de la biodiversité, c'est d'avoir ce qu'on appelle des territoires de proximité avec une économie de proximité, la fameuse ville du quart d'heure. Et pour ça, les politiques publiques qui peuvent réguler les questions foncières et immobilières, elles doivent agir et c'est ce qu'on porte aussi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette série d'indicateurs qu'on regarde et qu'on utilise aussi bien pour le budget vert que pour les aides économiques, donc ce que j'ai listé tout à l'heure, les éco-incitations, mais aussi ce sont les indicateurs qui pilotent les politiques publiques sociales. Merci. On est d'ailleurs sur finalement le sujet comment le territoire se réinvente, ce qui est un des angles de la conférence finale qu'on aura sur comment tout réinventer, et avoir les bons indicateurs pour le faire est absolument essentiel. Et en termes d'indicateurs, je me tourne vers Emmanuel parce que je vois qu'on a déjà une question qui nous dit mais l'inflation c'est bien gentil, mais la question c'est comment évolue le niveau de vie. Je pense qu'autour de la transition environnementale, il y a une espèce de dual complexe qui se met en place, c'est qu'il faut changer de mode de vie, mais sans avoir forcément un niveau de vie qui lui s'améliore. Comment on peut arriver à faire cette transition Regard d'économiste peut-être Ouais. Quelle est la voie étroite à trouver La voie est étroite. Alors, la question sur le revenu et les prix, on a des revenus et des salaires qui se sont ajustés avec retard à l'augmentation des prix, mais qui continuent à s'ajuster et qui vont peut-être continuer à s'ajuster un petit peu à la hausse quand, à contrario, les prix vont diminuer. Donc, il y a eu un moment transitoire où le pouvoir d'achat a diminué, mais il va regagner avec une trajectoire des prix qui baisse et des salaires qui continuent à augmenter. Donc il y a des effets décalés dans le temps en termes de pouvoir d'achat, mais dans les faits, le pouvoir d'achat a reculé et dans les faits, il va recommencer à augmenter avec à la fin du cycle quelque chose qui devrait être, selon nos économistes à la banque, plutôt légèrement positif, mais là on est encore un petit peu dans le prospectif. La transition, pour nous, c'est la transition climatique et les différents risques associés au climat, c'est des éléments absolument critiques pour la conduite de nos différentes missions. D'abord, c'est un impact macroéconomique majeur, que ce soit les risques physiques associés au climat, on voit les inondations aujourd'hui, ou le risque de transition qui est associé à des réglementations
qui sont nécessaires pour arriver à une économie net zéro en 2050. Et ça impacte un grand nombre de pans de l'économie, l'automobile qui doit transiter vers du tout électrique, nos logements qui doivent devenir beaucoup plus décarbonés. Tout ça, c'est des risques financiers. Et les risques financiers, au-delà des risques macroéconomiques, eh bien, ils impactent et la stabilité des prix et la stabilité financière. C'est pour ça que dans le cadre de nos mandats, on agit et c'est pour ça que la Banque de France est très active en la matière. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a de la chance d'abord, et je voudrais saluer le point, qui est on vit dans une Union européenne qui est fer de lance de cette prise de conscience et de cette action sur la nécessité de la transition climatique. Ce n'est pas du tout le cas partout ailleurs dans le monde. Je ne citerai pas les États-Unis et je ne citerai pas un certain nombre de pays, mais on s'inscrit dans une réelle dynamique où les gouvernements sont dans le driving seat. Ils agissent, il y a des plans pour la transition, il y a un certain nombre d'actions, on parlait de tout ce qui était comptabilité extra-financière, il y a un certain nombre d'exigences au titre des diagnostics, et nous on s'inscrit dans le sillage de cette action-là. Alors on agit pour la stabilité financière, on a besoin, comme le mentionnait Andrea, de voir ce qui est dans les bilans des banques, pour savoir si à un certain moment elles ne seront pas exposées à des risques tels qu'au titre de la transition et des risques physiques, que ça les empêcherait de continuer à prêter à l'économie. Donc il faut s'assurer que les risques associés au climat sont cantonnés et limités. Il faut aussi s'assurer, au-delà de la photo, qu'au titre du film, et ce qu'on se projette parce que c'est un risque de long terme, les banques continueront plus tard à pouvoir prêter, donc on fait des stress tests au titre du risque climatique, dont on sait qu'il va encore évoluer et encore s'amplifier, parce que c'est une réalité. Et puis on s'assure qu'elles mettent en place toute la gouvernance adéquate pour prendre en compte adéquatement ce risque. Puis on agit au titre de la politique monétaire. La politique monétaire, je disais que le risque de transition, le risque physique, ça va avoir des impacts sur la croissance et aussi sur l'inflation. Ça a été mentionné un peu plus tôt. Il faut qu'on puisse le mesurer pour savoir comment ajuster notre politique monétaire. Et puis, dans la conduite de nos opérations de politique monétaire, on prend du risque financier, on prend du collatéral, on prête aux banques, on prend des titres en collatéral qui sont des actifs financiers, qui sont des gages sur l'économie. Il faut qu'on s'assure que ces actifs ou les titres qu'on achète pour les besoins de notre politique monétaire, eh bien, ils sont bien immunes en termes de risque de transition et risque physique climatique. Et donc là, on est investisseur et on a une politique qui est de limiter cette prise de risque vis-à-vis des actifs les plus carbonés. Et puis, tout à l'heure, on mentionnait les entreprises, qui sont quand même le système nerveux de notre économie. On met en place actuellement un indicateur climat pour aider les entreprises non financières à opérer cette transition, pour voir comment elles se situent au titre des risques physiques, au titre des risques de transition, pour leur permettre d'arriver vers ce net zéro qu'on a tous en ligne de mire en 2050, et pour permettre aussi aux banques et aux différents financeurs de savoir comment ajuster leur prise de risque vis-à-vis des entreprises. Enfin, la Banque de France, c'est beaucoup d'actifs qu'on gère. On a des fonds propres, on a une caisse de retraite encore, on a donc 23 milliards à gérer et on est parmi les premières banques centrales les plus importantes à avoir défini des portefeuilles qui sont en ligne avec les accords de Paris, à faire des exclusions. On ne finance plus de charbon, on ne finance plus des nouvelles extractions hydrocarbures. Et puis, moi, j'ai la chance et l'honneur de présider un groupe dans le cadre d'une association qu'on appelle le Network for Greening the Financial System, qui regroupe 120 banques centrales et superviseurs de près de 90 pays qui agissent ensemble pour le climat dans le cadre de leur mandat. Et là, on a une nouvelle frontière qui est la prise en compte des risques financiers associés aux risques nature et perte de biodiversité, parce que le climat, ça fait partie de ce tout lié à la nature, et les risques financiers associés à la nature sont aussi très importants. J'ai quelques questions là que je voudrais qu'on puisse prendre maintenant. On a parlé de la politique monétaire, mais beaucoup d'entre vous me disent « et la fiscalité ? Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas les riches ? Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas la surconsommation ? Pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas le gaspillage ?»
Je vois que ça revient très souvent, hein. C'est un réflexe assez français sur la solution est peut-être du côté de l'impôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pourrait, du côté de la fiscalité, améliorer la transition environnementale? Alors, on a, en tant qu'économiste, puisque à la Banque de France, on a un motto sur le fait que la transition, elle est d'abord du ressort du gouvernement. Et le premier élément d'incitation et d'alignement des incitations pour arriver à cette transition, c'est d'avoir un bon signal prix. Et le signal prix, on doit l'avoir comment? En faisant ressortir de façon explicite ce qui est maintenant trop implicite, c'est-à-dire un prix du carbone. Le carbone, on utilise le pétrole facilement, c'est peu coûteux, c'est une énergie relativement peu coûteuse. Il a des effets exogènes très coûteux pour nous et à distance dans le temps, au titre des risques climatiques qu'il fait peser en termes d'émissions carbone. Il faut qu'on arrive à internaliser ce prix en mettant effectivement un prix sur le carbone adéquat et qui est en ligne avec notre objectif des accords de Paris de net zéro en 2050. Donc pour nous, c'est l'instrument premier qui doit être mis en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux effets de redistribution associés à cette mise en place du prix carbone. Et donc, il faut pouvoir taxer, mettre en place un prix sur les différentes activités qui sont trop carbonées, mais en essayant de réutiliser cette taxe pour redistribuer et de faire en sorte que les inégalités qui pourraient être suscitées par ce besoin de transition soient les plus minimes possibles. Oui, Emeline, je pense qu'au niveau local, je sais pas, la taxe sur les ordures ménagères, il doit y avoir comme ça une foule de sujets sur lesquels, à nouveau, cette question de taxation revient aussi. Oui, alors je ne suis pas sûre que l'échelle locale soit la plus adaptée pour avoir un message clair et que chacune puisse s'approprier. Moi, je rebondis sur ce qu'amène Emmanuel. Je pense qu'effectivement, derrière, donc c'est un réflexe français, la fiscalité, parce qu'on a toutes et tous en tête plus ou moins le modèle social à la française. Et il y a de mon point de vue, il y a aussi un sujet presque d'éthique à se dire chacune, on prend plus ou moins notre part depuis là où on est avec notre capacité d'agir, avec notre pouvoir d'achat pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, lutter avec, en tout cas pour éviter cette surconsommation qui, adossé à une raréfaction des ressources, crée des inégalités incroyables. Et je pense, je voulais juste amener un sujet. Il y a quand même des solutions très simples, c'était juste pour amener du positif. La TVA circulaire, le fait de dire, c'est beaucoup revenu là dans le micro-trottoir, le fait de dire voilà, taxer la surconsommation. Non mais en fait il y a des outils très simples. Bon là il y a le bonus réparation qui a été lancé cette semaine. Bon, je ne suis pas certaine que vous ayez toutes et tous en tête les artisans à l'échelle territoriale qui peuvent mobiliser ce bonus réparation. Ce n'est pas forcément l'outil qui est le plus aisé. Mais la TVA circulaire, le fait de dire bah voilà, je paye moins cher quelque chose qui est réparable, quelque chose qui est de seconde main, c'est de fait le cas plus ou moins. Ça c'est un vrai signal prix. Ça c'est une vraie réponse et c'est une vraie structuration de filière d'activité économique, y compris à l'échelle française. Je voulais amener ce sujet-là, mais je pense qu'effectivement, dans le moment de désordre global qu'on vit et d'incertitude, il y a des signaux à envoyer vers celles et ceux qui ont un pouvoir d'achat de fou, comme le dirait Oxfam. Et je pense qu'effectivement, ce sujet, quand même, de taxer les super profits, etc., c'est plus un sujet de débat démocratique et d'éthique, mais je pense qu'il faut le faire parce qu'il faut quand même, peut-être que Andrea le dira, mais il faut quand même redonner les vrais chiffres, la vraie réalité de ce que vivent les Françaises et les Français, et il n'y en a que quelques-uns qui ne se posent pas la question du signal prix, et la grande majorité des Françaises et des Français sont dans des situations tendent vers des formes de précarité qui s'ancrent dans le temps, et c'est ça sur lequel on doit lutter. Merci. Andrea, il y a plusieurs questions sur quels sont ces indicateurs extra-financiers qui ont été évoqués. Il y a beaucoup de curiosité sur simplement au moins savoir quels sont les indicateurs que vous prenez en compte. Alors aujourd'hui, on est encore en cours de construction.
L'Europe a aussi beaucoup travaillé sur le sujet et va demander aux entreprises de grande taille, à partir de 2025, de mémoire, de remonter des indicateurs extra-financiers. Dans ces indicateurs, vous avez bien sûr des indicateurs autour de la biodiversité, autour de l'impact sur l'environnement, du bilan carbone, et vous avez aussi dans ces indicateurs des choses autour de la gouvernance, de la mixité. Donc en fait, c'est des indicateurs qui sont extrêmement larges, qui ne sont pas uniquement sur le climat, mais où on va commencer à regarder les entreprises de manière différente, au-delà des indicateurs financiers classiques. Merci. On va prendre le troisième micro-trottoir, celui sur l'Europe. Bonjour. Je vous écoute. L'Europe, ça m'évoque beaucoup d'interrogations. Pas grand-chose. Rien. La possibilité d'avoir des règles. En matière d'immigration, en matière d'économie, nous sommes pieds et poings liés. Une alliance de pays pour notamment être plus fort économiquement, pour tout ce qui peut être pour l'import-export. Une démocratie à trop grande échelle. Elle n'a pas d'autorité. Le pouvoir, c'est le chef de chaque État. Et s'entendre à 27, c'est très difficile. J'ai l'impression qu'on se fait plus manger par la Chine et par les États-Unis et on a beaucoup moins de pouvoir au niveau mondial. J'ai du mal à comprendre ce que nous devons à l'Europe, ce que l'Europe fait pour nous, etc. Et les obligations plutôt que l'Europe nous impose. De la solidarité envers des pays qui n'ont pas forcément les moyens. Espoir, unification. Ça m'évoque beaucoup de gens qui brassent du vent. J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, au niveau de l'Union, c'est pas terrible. Pour le moment, il n'y a rien de positif pour l'Europe. Sûrement qu'il y en a, oui, mais qu'en fait, on ne nous parle pas des bonnes choses qui sont faites. Je dirais son impact à travers le monde. On a quand même une certaine ouverture, je trouve. Ça a ouvert certains pays au tourisme économique et à l'économie en général, ouais. Une culture européenne qui petit à petit se développe. La libre circulation des gens, la libre circulation des marchandises, l'euro évidemment. L'euro, la monnaie. Voilà, un marché commun. Par contre, il faut régulariser ça pour qu'il y ait équilibre entre les différents pays de l'Europe. Je trouve qu'en ce moment, l'Europe prend des décisions sur le numérique qui sont importantes par rapport à la protection des données. Je pense que dans la liberté de mouvement des personnes, l'espace Schengen, c'est une super bonne idée. L'euro aussi, et puis même, ça donne plus de force aux pays. Sur ces 45 dernières années, la paix. Merci vraiment pour votre temps. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous en prie. De rien. De rien. Bon, je vois une certaine inquiétude dès qu'on parle de l'Europe, et ça fait 16 ans d'ailleurs que mon équipe me dit « mais pourquoi tu penses que ce sujet est crucial par rapport à notre avenir ?» Et j'insiste énormément, c'est amusant, par exemple, Erasmus n'existe même pas dans les réponses. Donc en fait, quand je vois tous les jeunes qui sont là, l'Europe est certainement une des portes par lesquelles vous allez pouvoir vous engager dans une nouvelle vie, et ben c'est totalement absent pour la plupart des citoyens. Donc je pense que le défi, je ne serai plus là pour vous faire les 16 ans futurs des GECO, mais je crois que le travail sur l'Europe, c'est comme un champ qu'il faut labourer sans arrêt. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à faire pousser quelque chose. Donc en attendant, on revient quand même sur ce qui a été dit. Je ne sais pas, Emeline peut-être là, sur cette... Il y a quand même une vision très politique derrière tout ça, sur ça brasse du vent, ils font rien, c'est des technocrates. Et puis quand même à la fin de ce coup, ah oui, mais quand même il y a l'euro puis la libre circulation, c'est pas mal. Il y a ces deux dimensions. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors déjà merci de poser de façon, avec ténacité cette question de l'Europe. Donc moi je fais partie de celles et ceux qui sont convaincus qu'on a besoin d'une Europe forte, de cohésion entre nos pays, qu'avec cet outil qui est la monnaie commune, on a permis énormément de choses. Je suis toujours, même réponse que tous les ans. Première réponse, on ne parle pas suffisamment d'Europe. Juste petite info d'éducation à la citoyenneté, mais vous le savez sans doute, au printemps nous aurons des élections européennes. Je peux émettre l'hypothèse que malheureusement la participation ne sera pas énorme, donc que chacun, chacune, on en parle autour de nous et qu'on incite les médias à au moins amener du débat sur cet objet qui est l'Europe et cet objet de solution pour... c'est arrivé aussi dans le micro-trottoir,
L'Union européenne, elle a des fragilités, mais au même titre finalement que l'Amérique et peut-être un peu moins l'Asie. On a le sujet démographique, on en parle beaucoup. Le vieillissement de la population est une vraie chance, ça n'engage que moi. Le sujet des migrations qu'on ne peut pas prévoir et dont on doit débattre. Et je rappelle ici qu'il y a des organisations qui portent le souhait d'une convention citoyenne au moins à l'échelle française, mais c'est aussi pour en débattre à l'échelle européenne. C'est quelque chose d'extrêmement important pour maintenir la paix et la cohésion dans l'ensemble de nos territoires. On a une autre fragilité qui ne ressort pas du tout là dans le micro-trottoir, mais c'est qu'en fait, on est une des parties du monde qui dépend le plus de ce qu'il y a sous terre dans d'autres territoires, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Nos ressources, elles viennent massivement pas, mis à part le nucléaire, et pour faire tourner le nucléaire, on a besoin de ressources qui viennent d'ailleurs. Donc nous sommes, nous, Européens, extrêmement dépendants d'autres régions du monde pour faire tourner notre économie et répondre à nos besoins essentiels. Et je pense que je préfère être du côté de celles et ceux qui disent l'Union européenne peut permettre de se poser des questions et de structurer des filières d'activité économique pour répondre aux besoins essentiels des habitantes et habitants, se loger, s'alimenter, se déplacer, se former, etc. etc. C'est ce qu'on fait quand on milite pour l'économie circulaire. Ce que je fais, moi je le fais à l'échelle locale, mais je le fais dans le partage. Je vais vous donner des cas d'usage avec Eurocities, par exemple, avec une série de territoires urbains qui coopèrent entre eux. C'est important d'avoir ces espaces de dialogue, de rencontre, de débat pour pousser derrière, dans les instances européennes, notre point de vue sur les solutions possibles pour vraiment répondre à au moins ces deux fragilités. Je vous en ai cité deux, mais la fragilité en ressources et ces sujets de démographie et de migration. Et je rejoins Pascal en disant c'est vrai que si dans un micro-trottoir, le principal outil pour permettre à la jeunesse de s'émanciper, de se connaître et de se reconnaître, qui est Erasmus, n'est pas cité, waouh, il y a du boulot, mais on va le faire, quoi. Et... Il y a une question d'ailleurs sur, et à part Erasmus, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les jeunes ? Je pense qu'il y a beaucoup d'universités quand même, où vous devez avoir un département international, où... non, mais il faut avoir en tête les milliards qui circulent au travers des fonds européens qui ont permis, mais y compris ici, à des universités de réhabiliter juste leurs bâtiments. Enfin, le mur d'investissement, il est vrai aussi pour les institutions publiques. Et vous pouvez aller chercher les fonds FEDER. Il y en a aussi pour l'ensemble des structures qui accompagnent la jeunesse en France. Oui, oui. Je pense qu'en local, si vous regardez bien les affiches quand on voit quels sont les financements. Vous les verrez apparaître. On pourrait peut-être faire mieux, en tout cas, pour les apprentis, les chômeurs. Souvent, moi, j'en discute avec des gens à la Commission européenne, où je pense que, pourquoi pas, un Erasmus plus efficace. Il existe de manière très embryonnaire, d'ailleurs, pour les apprentis, mais il pourrait être beaucoup plus développé. Et pour les chômeurs aussi. Enfin, je pense que vraiment, il y a des catégories plus larges dans lesquelles on pourrait s'engager au niveau européen. Mais pareil, pour rebondir un peu d'éducation à la citoyenneté, j'imagine que l'auditoire ici le sait, une dynamique telle que Territoire zéro chômeur de longue durée, elle perçoit des fonds européens qu'on appelle fonds sociaux européens. Donc si ces dynamiques existent, il y a 5 territoires zéro chômeur de longue durée sur ce territoire physique là, de la métropole de Lyon et une centaine, sauf erreur de ma part, ou 80 à l'échelle française, c'est aussi parce qu'on a pu flécher des fonds sociaux européens sur cette expérimentation qui vise à accompagner au plus près celles et ceux qui sont privés d'emploi et qui, en reprenant pas à pas une activité professionnelle à temps choisi, répondent à des besoins dans les entreprises en hyper proximité. Merci. Emmanuel devrait être plutôt optimiste parce que finalement, ce qu'on retient de l'Europe, c'est l'euro et la libre circulation des biens et des personnes. Au fond, c'est quand même le triomphe de l'économie, non ? Oui. Non, nous, la Banque de France, c'est une institution très, très européenne. Moi, l'ensemble de la réglementation financière, elle est uniquement européenne. Et puis, comme vous le savez, plus de 80% de l'ensemble des lois qui s'appliquent à nous, que ce soit financier ou pas, ça vient quand même du Parlement européen et de la Commission européenne. Donc on est en réalité une économie très européenne. Alors on a deux grandes fiertés à la Banque de France au titre de l'Europe, au-delà d'être intrinsèquement dans notre ADN une institution européenne, c'est l'euro, où le taux d'adhésion de la population française et européenne même dans son ensemble
est de 78%. C'est-à-dire que l'euro, maintenant, c'est une évidence. On ne voit plus comment on pourrait faire sans l'euro. Et ça, c'est un grand triomphe 20 ans après la mise en place de la monnaie unique, qui n'a pas été sans difficulté. On a une deuxième grande fierté qui s'est plus particulièrement matérialisée cette année, au vu des crises bancaires qui ont secoué les États-Unis et la Suisse. C'est finalement la réglementation. C'était assez péjoratif la façon dont c'était abordé ici dans le micro-trottoir, mais nous, on considère que la façon dont on a vocation à protéger l'économie, à sécuriser l'ensemble des vecteurs de l'économie via une réglementation financière et notamment bancaire exigeante et une supervision tout autant qui est réalisée au niveau central par la Banque centrale européenne pour l'ensemble des plus grosses banques de la zone euro, eh bien c'est un élément de force qui nous permet d'assurer que l'économie dans son ensemble, les entreprises, les ménages sont financés de façon constante et à hauteur de leurs besoins. C'est essentiel pour faire ensemble qu'on soit tous bien et que l'économie avance. Donc ça, c'est deux grands éléments de fierté. L'euro et un système bancaire sous réglementation européenne très solide. On a des des projets importants. L'euro, pour l'instant, il se matérialise dans vos portefeuilles via des billets, des pièces. Il faut qu'on s'inscrive de plus en plus dans une économie digitalisée, numérique. Et donc, on a un projet en cours d'euro numérique pour faire en sorte que le billet soit échangeable d'une certaine façon dans l'économie numérique. C'est un besoin d'adaptation aux évolutions de consommation, mais c'est aussi un besoin d'autonomie et de souveraineté financière et économique par rapport aux moyens de paiement qui sont, quand ils sont en euros déployés, sont d'abord des moyens de paiement qui sont fournis par des acteurs non européens, américains. Je pense à la carte avec Visa et Mastercard. Et là, on a besoin de souveraineté. On a des points de faiblesse en Europe, si Pascal, tu permets, et ça n'a pas du tout été abordé, c'est qu'on est très endetté. Les finances publiques sont détériorées. On a eu une forte augmentation de la dette comparée au PIB au cours des 4 dernières années, en France plus particulièrement, avec 112% du PIB de dette. On a besoin d'un nouveau cadre de gouvernance sur lequel il y a des discussions qui sont en cours pour s'assurer que justement les besoins de transition dont on a parlé, numérique, climatique, eh bien on arrive à les financer de façon adéquate. On a un autre grand sujet, c'est de faire en sorte que la circulation des capitaux, on parlait de la circulation des biens, des services, la circulation des capitaux, ça fait partie de la circulation des services financiers, d'une certaine façon, eh bien, soit la plus optimale possible pour allouer les ressources là où c'est le plus utile et le plus source de croissance. Donc on a un grand agenda de Capital Market Union qui a vocation à nous permettre de surmonter la transition. Merci. Andrea, peut-être quelle vision de l'Europe au niveau de la clientèle, de la banque? Est-ce que je pense qu'on retrouve peut-être des choses qui sont proches du micro-trottoir? Oui, je pense qu'effectivement, nos clients partagent les avis du micro-trottoir. Après, effectivement, on parle beaucoup d'économie dans ce micro-trottoir, on parle très peu de culture, d'identité culturelle européenne. On a l'impression que le pas est encore très très loin. Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Emmanuel. C'est vrai que le secteur bancaire est aujourd'hui régulé par l'Europe. C'est pas si vieux que ça, parce que ça a été fait post-crise de 2008. Donc on se dit, tout ça, ça a été lancé en 2011, etc. C'est beaucoup de contraintes pour le secteur, parce que c'est des normes communes, une surveillance commune. Mais au final, quand on a vu la crise des banques aux États-Unis en mars dernier, c'était des grosses banques régionales. On ne s'est jamais posé la question de la solidité du secteur bancaire européen. Donc là, on peut quand même avoir une certaine fierté d'avoir accompli cette chose-là. Et donc, si on prend image sur ce qu'on a pu faire sur le secteur bancaire, on se dit on a d'autres défis à relever, bien sûr la transition climatique. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe autour du numérique aussi, je pense qu'il y a beaucoup de textes aujourd'hui qui sont étudiés au niveau de l'Europe. Et l'enjeu de souveraineté de l'Europe est aussi beaucoup dans tout ce qui est data, numérique. Et on a encore beaucoup de choses à travailler là-dessus. Et c'est l'Europe qui nous aidera à consolider sur ces sujets-là et rester autonome.
Donc on a des raisons encore de parler de l'Europe sur les prochaines éditions. Voilà, quelque chose qui fait du bien. Je vais terminer par les résultats du sondage. Avez-vous confiance en l'efficacité de l'État-providence? Vous avez répondu oui, 37%, non, 43%, et je m'abstiens, 20%. Une phrase peut-être chacune sur ce que nous évoque ce sondage où majoritairement les Français n'ont plus confiance dans l'État-providence. Moi, je trouve une phrase. Covid 2020, on a tous surmonté cette crise immense grâce à un État-providence qui a été au-delà de providentiel. Le chômage a diminué de façon extraordinaire. Les revenus ont été très peu affectés par cette crise, alors même qu'il y avait un chômage technique tout à fait important. Et l'État s'est substitué aux entreprises en grande partie pour payer les salaires. Les hôpitaux ont été prioritaires dans toute l'allocation de nos ressources. On en a pris plus particulièrement conscience. Donc non, l'État-providence, il nous a aidés à surmonter et à rebondir de façon extraordinaire depuis 3 ans. Andrea? Je rejoins complètement Emmanuel. C'est ce qu'on a vécu pendant la crise du Covid avec la mise en place des PGE. Nous, en tant que banque, ça a été énorme. Si notre économie a pu s'en sortir post-Covid, c'est par tout ce qui a été mis en place. Et donc, je pense qu'il faut vraiment le garder à l'esprit. 2 mots. Oui. Le premier mot, c'est le mot démocratie. En fait, je pense que l'État-providence, derrière le sujet de la confiance, c'est le sujet de la démocratie et de ce qui se passe depuis plusieurs années. Je ne qualifierai pas ce qui se passe, mais voilà. Deuxième mot, l'État-providence, il est calé sur une vision, en tout cas notre modèle social, ça a été amené dans les micro-trottoirs, d'une forme de croissance. Donc il y a 3 mots, la question de la soutenabilité, de la pérennité, de la viabilité. Et tout ça, ça devrait être mis au pot de la démocratie. On devrait en débattre pour réajuster. Et peut-être que ça redonnerait de la confiance. Oui, je dirais aussi, on aime bien critiquer ce qui nous est très familier. Et donc, tant que l'État-providence est là, on aime bien le critiquer. S'il s'éloignait, donc on retrouve le thème de la défiance que j'ai souvent évoqué. Je vous rappelle sur la défiance, j'ai vu des choses étonnantes, c'est qu'on parlait de la participation aux élections européennes, mais la participation aux élections locales pour les maires, c'est pareil, baisse. C'est-à-dire qu'au deux bouts de la chaîne, ce qui est très loin et ce qui est très près de nous, des deux côtés, la participation des citoyens diminue. Fondamentalement, dans les journées de l'économie, il y a cette idée, il faut des citoyens éclairés et actifs, et il faut qu'on serve cette cause-là, qui me paraît la plus utile. Et dernier point, vous m'avez envoyé plein de questions, ne vous inquiétez pas, je liste les questions, j'ai 1 an pour travailler et revenir avec les réponses. À bientôt. Merci.